Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. Très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de votre matinale. Comment ça va? Voilà, qui arrive dans sa belle robe. Ouh là là, Oh, merci. superbement vêtue. Merci. On va s'asseoir. Voilà. Bienvenue chez toi. Merci de tous les jeudis venir nous permettre de déceler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vraies. Et avec toi aujourd'hui, on a des sujets intéressants. Déjà, avant de planter le décor, dis-moi, c'est quoi cette histoire de Washington Post de republier une information relative à... En fait, on a vu sur les réseaux sociaux une publication disant que le président Emmanuel Macron aurait formellement interdit au président nigérien Mohamed Bazoum de signer un accord de défense avec la Russie. Bon, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine... On a eu plusieurs publications comme ça et c'était selon le journal Washington. Mais c'est faux. Lequel de Washington? Le Washington Post? Oui. Bon, aujourd'hui, il faut faire attention parce que sur les réseaux sociaux, il est tellement facile de faire du collage. Donc, voilà. Et donc, on a même une publication Facebook de Lansana qui dit France, selon le Washington, donc il cite sa source, mais en réalité, c'est faux. Voilà, on a eu même l'AFP qui a vérifié aussi l'information, mais c'est faux, il n'a jamais été question de ça. Bon, en même temps, il faut faire attention. Mais en même temps, on ne va pas cesser de rappeler les clés pour pouvoir vérifier les informations. Oui, il faut aller voir sur la plateforme officielle du journal. Est-ce que vous avez vu cette publication sur le journal Washington? Est-ce que vous avez vu des publications sur le compte officiel du président? Parce que si, justement, une telle déclaration est faite, c'est qu'on a signé un accord et tout. Un accord formel. Un accord formel, mais non. Ils ont juste récupéré une photo des deux et ils ont communiqué l'information. Donc c'est faux, il faut faire attention. Deuxième information, Méliane, cette publication-là, je l'ai vue aussi une fois. On a vu partout. Je l'ai pris pour argent comptant. L'oignon coupé et utilisé le lendemain, est-ce que ça peut causer des intoxications alimentaires? Si tu as mis ça au frigidaire, que ça a été tranché et tout, ça peut causer des intoxications alimentaires. Vraiment, vous avez cru, c'est vrai, vous avez bien fait, mais c'est faux. Il n'en est rien. OK. Donc l'oignon peut être utilisé le lendemain, ne vous inquiétez pas. On a découvert des gaz dans l'oignon. On a justifié ça par le fait que lorsque vous découpez l'oignon, quand vous mettez au frigidaire, il y a des gaz, il y a un gaz qui apparaît. Et donc lorsque vous consommez cela, ça peut... Non, c'est faux. Vraiment, je suis navrée pour vous, mais c'est faux. Bon, en même temps, je veux dire, les gens, ils ont un peu raison de s'inquiéter, tout ce qui touche à la santé. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi le bon réflexe? Il faut que les gens lisent. Donc, quand vous avez une information, vous voyez une information sur les réseaux sociaux, il faut avoir le réflexe d'aller faire des recherches. D'aller faire des recherches et autres. Et le truc, c'est que ça a été posté par une blogueuse. Donc, automatiquement, ça crée la polémique. Et elle-même, elle a supprimé son post. Donc, elle a supprimé son post, elle a supprimé sa publication. Donc, vous voyez que lorsque vous recevez quelque chose, allez vérifier, en fait, l'information. Et assurez-vous que c'est pas une seule personne. Je veux dire, après, pas pour décrédibiliser les blogs, mais c'est une passion, c'est une information que moi, je reçois. Il y en a qui ne vérifient pas forcément avant de publier. Donc, il faut faire attention, attention. Autre information qu'on va vérifier avec vous. On va voir une image là et vous nous dites que la jeune femme qui est montrée dans cette publication, elle ne serait... Elle ne serait pas décédée à Lomé. OK. Parce qu'on a vu la photo d'une jeune demoiselle avec un haut noir, avec un drap blanc. Et il y avait des publications dans les groupes WhatsApp. On dit qu'elle a été retrouvée quelque part à Lomé. Et là, je sais pas. Mais c'est qui cette jeune dame? On va redécouvrir son identité tout à l'heure. Elle est non seulement elle est camerounaise, voilà, et elle a été retrouvée à Douala. Donc elle est d'origine, elle est de Douala. Donc ce n'est même pas à Lomé qu'on l'a retrouvée. C'est même pas à Lomé en fait. Et elle s'appelle Cassandra Mpom. OK. Donc sur Facebook et tout, son nom c'est Cassandra Mpom. Et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de Togo Tchèque qui travaille d'arrache-pied justement pour vérifier toutes ces informations. Donc on reçoit un WhatsApp avec le nom de avec la photo et on dit qu'elle était décédée quelque part devant une école à Lomé. Donc ça commence à susciter la polémique. Oui, est-ce que cet établissement est crédible? Qu'est-ce qui se passe et tout et tout? Mais c'est faux.
Mais là, tout de suite, ils ont fait la relation avec l'établissement pour le discréditer. Bon, vous voyez comment les réseaux sociaux peuvent s'avérer très dangereux. Alors que la dame, elle est décédée au Cameroun. Oui. C'est une Camerounaise, donc c'est faux. Elle n'est pas décédée à Lomé, elle n'est pas décédée à côté de cet établissement-là. Il faut faire attention. Voir le mélange d'ail et de lait pique pour traiter la fièvre typhoïde. C'est infondé. Je dis, les gens, il y a tellement de médecins aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Docteur, médecins griffins. Docteur, on va venir. Bon, docteur, on sera là tout à l'heure. C'est vrai que l'ail contient des propriétés. Oui, oui. Donc Ils sont très bonnes pour la santé. Voilà, l'ail, c'est bien pour la santé. C'est un peu considéré comme un antibiotique. Oui. Et cette marque de lait, là, elle est commercialisée au Cameroun. Donc, on nous dit de mélanger l'ail à cette marque-là. Et ça va guérir la typhoïde. Donc, si c'était aussi simple que ça, on n'aurait plus besoin d'aller à l'hôpital. On n'aurait plus besoin d'aller à l'hôpital. Mais déjà, c'est faux, parce que pour ceux qui font une intolérance au lactose, vous imaginez mélanger de lait à de l'ail. Bon, c'est vrai qu'en Inde, c'est consommé. En Inde, ça fait partie de leurs habitudes alimentaires. Quoi, le lait et l'ail? Le lait et l'ail, oui. Ils te mettent du lait... Bon, nous, on va les vérifier aussi après. Parce qu'en même temps, c'est de ça qu'on parle. Il faut vérifier toutes les informations qu'on va... Le lait, l'ail... En Inde, par exemple, dans la culture, on te met du lait dans tout. Donc, tu as du lait dans le riz, dans le couscous. Tu l'as même, ils te font du lait au curcuma et tout. Ils mélangent vraiment les épices et le lait. Pour eux, c'est une tradition, c'est leur culture alimentaire. Donc, mais mélanger. Et puis, en plus, c'est lait concentré sucré. Oh là là. Bon, j'imagine la combinaison. Eux encore, c'est du lait liquide. Et surtout, tout alors que ça va créer c'est du lait concentré sucré. Wow. Donc, on va rajouter de l'ail dans du lait concentré sucré pour guérir de la typhoïde. Bon. Vraiment. Franchement, il faut le faire. Hein. Et on a rencontré des médecins et tout, ils nous ont dit que c'est infondé. C'est vrai que l'ail, c'est bien pour la santé séparément. Le lait, jusqu'à un certain âge, c'est conseillé. Mais à partir, je veux dire, l'estomac humain n'arrive plus à digérer forcément le lait. Si vous remarquez, certaines personnes, lorsque vous commencez à consommer trop du lait, vous avez des flatulences. Parce que votre organisme n'est plus apte à consommer ce lait. Ce qui est conseillé, c'est du lait d'amande. Mais lait concentré sucré comme on a là, avec ail. Bon. Maintenant, Méliane, les vaccins contre la Covid-19. Bon, on a entendu tellement de choses là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il y avait des effets secondaires. Là, même ce qui a suscité la polémique, c'est que c'est Nicki Minaj qui fait un tweet. Non, mais en fait, justement, c'est ce qui est dangereux parce qu'on a des personnalités qui sont très suivies, qui ont de nombreux followers, qui sont allés, mais vraiment souvent dans des développements, je ne dirais pas incongrus, mais incohérents contre les vaccins contre la Covid-19. Et elle, dans sa publication, elle dit qu'elle a un de ses cousins qui a fait le vaccin. Et il s'avère qu'après ça, elle a constaté qu'il a des soucis d'érection. Donc, pour elle... Ça provoque des troubles érectiles. En plus, elle-même, elle n'a pas totalement dit dans sa publication. Elle a juste fait une insinuation et elle est passée à autre chose. Mais... Il y a des gens qui ont récupéré et qui ont amplifié la chose. Qui a dit, donc c'est que c'est vrai. Bon, est-ce qu'elle est médecin, Nicki Minaj? Donc, et on s'est renseigné. Il n'y a pas forcément de lien, en fait. Il y a plusieurs causes qui créent justement des dysfonctionnements ou des dysfonctions érectiles. Donc, ce n'est pas le vaccin qui va vous empêcher d'avoir une érection. Non. Donc, allez vous faire vacciner, c'est bon pour votre santé. Franchement, on peut se rassurer, les vaccins contre la Covid-19 ne provoquent pas de dysfonctionnement érectile. Rassurez-vous et surtout, allez vous faire vacciner contre la Covid-19. C'est important, Méliane Cuny, merci. Oui, merci Renaud. D'être venu nous rassurer quant à certaines informations dont on parlait aujourd'hui dans la rubrique Vrai ou Faux. Nous recevons à présent Dr Fofana Diakaridia, entomologiste médical, chef adjoint de la lutte antivectorielle à l'Institut national de santé publique. Et avec lui, on va parler d'un sujet tellement intéressant que je vais demander toute votre attention pour suivre notre entretien. Et on va parler de la dengue. Bonjour, docteur. Bonjour. Dites-nous, docteur, on parle de la dengue avec vous et je dis, il y a une épidémie qui est déclarée depuis quelques semaines dans le district d'Abidjan. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Bien, l'épidémie est déclarée depuis plus de 2 semaines maintenant. Oui. Et je peux dire que la situation est pratiquement maîtrisable et sous contrôle. Oui. Parce que nous avons 19 cas à ce jour, dont 13 dans la commune de Cocody. Et à ce jour, ce qui est fait pour maîtriser et interrompre la circulation du virus, c'est
le renforcement de la surveillance. Oui. C'est-à-dire que tous les cas de fièvre et autres qui n'ont rien à voir avec un palu sont prélevés et diagnostiqués. Lorsqu'on a des cas positifs, on fait une investigation entomologique et épidémiologique autour du cas pour comprendre la survenue de ce cas-là. Quel est le lien épidémiologique de ce cas avec d'autres cas qui seraient survenus et puis intervenir au niveau de ce domicile, au niveau du quartier pour, comme je l'ai dit tantôt, interrompre la circulation du virus. Mais vous avez parlé de cas de fièvre. Je veux dire, quand on fait le palu, on a la fièvre aussi. Comment on peut distinguer le palu d'un cas de dengue? Voilà. Effectivement, de façon clinique, il est très difficile de faire la différence entre un palu et la dengue. Même si la fièvre, au niveau de la dengue, la fièvre est constante, pratiquement constante. Mais la différence va pouvoir se faire seulement au vu de l'analyse, j'allais dire quoi, biologique. C'est-à-dire qu'on va vous faire un prélèvement sanguin. Et puis, c'est à la suite de ce prélèvement sanguin qu'on saura les causes des signes cliniques qui sont observés. Bon, docteur, on est déjà dans l'épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'épidémie se propage? Pour éviter que l'épidémie se propage, il faut s'attaquer au vecteur. Oui. Et le vecteur, il n'est autre que le moustique. Et pour s'attaquer au moustique, il va falloir connaître un peu le moustique. Donc, connaître sa biologie, connaître son comportement. Et pour nous, l'essentiel ici... On a des images, en tout cas, pour illustrer ce que vous dites. Il y a des images qui illustrent ici des gîtes larvaires. L'essentiel pour nous docteur, s'il vous plaît, on va faire simple. Les gîtes larvaires, c'est quoi? Pour celui qui nous regarde à Dabadougou. À Dabadougou, oui, le gîte celui larvaire, qui nous regarde très loin d'ici, les gîtes larvaires, en fait, c'est les lieux, les retenues d'eau que le moustique peut utiliser pour pondre ses œufs. On le voit ici, les bidons. Les bidons ici, par exemple, ce bidon, il est ouvert et il y a de l'eau à l'intérieur. Ça suffit pour le moustique pour y pondre ses œufs. Et les œufs qui vont être déposés là vont éclore, vont donner des moustiques adultes. On le voit aussi sur le bidon, on a de l'eau là-dessus. Cette eau constitue des lieux de reproduction. Il ne faut pas laisser d'eau aux alentours de la maison. Autour de la maison. Okay. Tous les récipients qui peuvent retenir ces eaux-là après les pluies, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, après les pluies, il faut les éliminer. On a plusieurs catégories. C'est vrai, on a des images ici, mais on a plusieurs catégories de gîtes larvaires. Il y a les récipients de collecte et de stockage d'eau. Oui, donc les bassines, les bols dans les maisons et tout ça. Effectivement. Il y a les puneux. Oui, comme on le voit ici à l'image. Qu'on voit ici. Il y a les récipients ou objets abandonnés. Et ça, on en trouve aussi partout sur les différents chantiers. Abidjan est en perpétuel chantier. Dans tous les quartiers aujourd'hui, vous avez des nouvelles constructions de maisons. Donc, les gens y déposent des fûts et tout ça. Tout ça, ça constitue des lieux de reproduction pour les moustiques. Il y a également les objets de décoration, les pots de fleurs et autres. Et même souvent des gadgets pour pouvoir permettre la circulation aérée de l'eau et tout ça. Mais à un moment donné, quand l'eau ne circule pas dans nos structures qu'on a constituées, là, ça va constituer des gîtes larvaires. On va vous dire souvent que les sachets constituent des gîtes larvaires, mais si on n'a pas vu des images comme ça, on ne peut pas comprendre. Avec ces replis-là. Même les bols. Les bols qui laissent passer par là, les jouets des enfants. En tout cas, tout ce qui peut contenir... Docteur, la difficulté, c'est qu'en ce moment, nous sommes en saison des pluies et donc il y a de l'eau qui stagne partout. Oui. Voilà, donc après les pluies, je veux dire, on voit ici le seau avec les fleurs là-dedans et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est vraiment une surveillance accrue. C'est une surveillance accrue, j'allais dire permanente même d'ailleurs. Après toute pluie, il faut faire le tour de la maisonnée, éliminer tout ce qu'il y a comme là, on voit un agent qui est en train de pulvériser. Effectivement, celui qu'on voit en train de pulvériser ici, vous voyez que l'élimination de cette eau-là, apparemment sur une dalle, c'est pas évident, c'est pas facile. À moins qu'on ne demande encore au chef chantier de réajuster de sorte que l'eau ne stagne pas. Donc, quand on ne peut pas éliminer, on procède à un traitement. Mais le traitement qu'il est en train de faire, est-ce que ce traitement-là est fait dans toutes les communes du district d'Abidjan? Actuellement, l'épidémie, les cas sont localisés dans un certain nombre de communes dans la ville d'Abidjan. Il y a
notamment à Cocody, où on a détecté 13 cas. Donc, les activités ont commencé dans la commune de Cocody. De pulvérisation. De pulvérisation, de sensibilisation d'abord, de pulvérisation dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, par exemple, les équipes de terrain sont dans la zone d'Akuedo. Ok, docteur. Donc, l'ancien camp militaire et tout ça. Ok, donc, docteur, ce qu'il faut faire, quand on a un cas suspect, qu'on trouve suspect, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut se rendre à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, on va faire un prélèvement qui sera amené à l'Institut Pasteur pour l'analyse. Une fois le résultat est positif, nos équipes rentrent en jeu en même temps pour circonscrire ce cas-là. Et dans l'intervalle, ce qu'il faut faire, c'est justement éviter que l'eau stagne dans les récipients, tout ce qu'on appelle les gîtes larvaires. C'est ça. Merci, docteur. Gîtes larvaires ou maternité de moustiques. Merci, docteur, d'être venu partager avec nous toutes ces informations pour prémunir les populations contre cette épidémie de dengue qui est, vous l'avez dit, circonscrite pour le moment et qui est maîtrisée. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions, justement, à travers cette sensibilisation qui est faite pour éviter que cette épidémie se propage. Et lui, c'est l'une des superstars de cette émission. Docteur Onvo Yves Blanchard, nutritionniste, Eric, on le dit, mais bon, sur les réseaux sociaux, dès qu'il passe, après, c'est vraiment le branle-bas de combat sur les réseaux sociaux parce qu'il vient changer tout ce qu'on avait comme prérequis et comme habitude. Et aujourd'hui, avec lui, on va parler du grignotage, cette pratique-là qu'on a tous entre les repas, souvent on grignote et tout ça. Et docteur Onvo nous dit d'arrêter parce que ce n'est pas bon pour la santé. Docteur, on vous a fait quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout. Alors, ce matin, nous allons parler du grignotage. Oui. Voilà, le grignotage, ça veut une nouvelle grignoter, c'est-à-dire que manger entre les repas. Oui. Voilà, entre les repas. Et généralement, ce sont des apports en excès. Oui. Voilà, donc, et ces apports en excès sont caractérisés surtout par leur apport en sucre et puis en sel. Oui. Voilà, généralement, c'est ça. Or, nous savons en science que qui parle de sucre accuse directement le diabète et qui parle de sel parle de l'obésité. Oui. C'est pourquoi nous disons ce matin que le grignotage risque de diabète et de obésité. Alors, il arrive parfois que souvent nous sommes là à un certain âge. Alors, les jeunes enfants qui ont des goûters à tout moment ou bien des collations à tout moment. Alors, ça se justifie dans la mesure où ces enfants-là sont, comme on dit souvent, en bout en train. Ils sont toujours en train de bouger, de courir par-ci, par-là. Donc, leur dépense énergétique... Ils évacuent tout ça. Donc, leur dépense énergétique est très, très importante. Par contre, à un certain âge où nous avons réduit, ou bien nos activités ont réduit un peu nos activités physiques, nos dépenses énergétiques, alors il faut réduire l'entrée de l'énergie. Et c'est ça. Et parfois, nous sautons des repas et nous grignotons. C'est vrai que le grignotage peut avoir plusieurs causes. Parfois, c'est le problème de stress ou bien parfois parce que nous avons sauté un repas. Mais quelle que soit la cause, je pense qu'il faudra faire attention à ce que nous grignotons. D'abord, faire l'effort de ne pas grignoter. C'est difficile. Faire l'effort de ne pas grignoter. Faire l'effort de ne pas grignoter. Vraiment. Et encore une autre parfois punition. Que nous grignotons, alors essayer de nous organiser pour la suite. Oui. Pour la suite, parce que même pour la suite, c'est-à-dire un exemple, ceux qui font souvent after work. Oui. Je prends un exemple. Hier, j'ai vu une dame qui faisait du maïs braisé. J'ai garé, j'ai acheté du maïs. Je l'ai mangé. Alors moi, j'ai considéré déjà, c'était autour de 17 heures, j'ai considéré déjà que c'est mon sucre du soir que j'ai déjà mangé. Okay. Le soir, je n'ai fait uniquement que des protéines sans sucre. Voilà. Quel type de protéines? J'ai pris une soupe de poulet simplement comme ça, que j'ai sans accompagner. Parce que j'ai fait un rapport. C'est-à-dire que normalement, si le soir, il devait apporter du sucre, du fait que j'ai pris ce sucre vers 17 heures, alors le soir, je le fais sans sucre. C'est un peu ça. Alors, souvent, nous commettons des erreurs. Il arrive parfois où nous avons souvent dans nos services, dans nos bureaux, dans nos sacs, on a souvent des sacs, des boîtes de confiserie. Oui. Et alors, à chaque instant, nous enlevons nos boutons. À chaque instant, soit c'est des biscuits, comme nous voyons, ou bien parfois c'est des biscottes que nous avons. Alors, je vous assure que le taux de sucre dans les biscottes sont autour de 72%. C'est pas vrai. Les biscottes font autour de 72%. 72%. 72% de sucre. Et les biscuits? Les biscuits, ça peut pas dans le même mesure de 66% de sucre. Un petit déjeuner normal, qu'est-ce que ça devrait être, docteur? Normalement, on demande que les 3 repas de la journée soient équilibrés. C'est-à-dire que ça apporte du sucre, autour de 55 à 65% de sucre. Voilà. Des protéines et puis un peu de matière grasse. Ça, c'est ça. C'est-à-dire que le matin... Si on doit rapporter ça à des aliments, c'est-à-dire que normalement, vous prenez par exemple du pain, un tiers de pain par des œufs. Les quantités de protéines sont tellement faibles que nous sommes obligés d'apporter les quantités de sucre.
Oui. Voilà, voici un peu ça. Sinon, le matin, celui qui se lève le matin, il prend un verre d'eau, juste un petit fruit. Il prend un bout de pain avec des œufs, un bout de pain avec du poisson, ou bien, par exemple, de la viande, bien du foie. Normalement, ce petit déjeuner, ça passe. Mais quand le matin, nous sortons, nous ne faisons pas de petit déjeuner. Ah oui. Nous attendons vers 10 heures. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Effectivement. Oui. Et généralement, c'est là le danger. Parce que là, il dit seulement que grignotage risque de diabète, obésité. Oui. Mais c'est différents aliments que nous grignotons, les croquettes, ces galettes. En termes de quantité de sucre, on voit ici le diabète. En termes de quantité de sel, on voit l'obésité. Et alors, on dira qu'avec la vitesse de sucre, on verra du cholestérol chez le garçon. Docteur Envo, les galettes qu'on appelle gnomi, oui, qu'on vend à tous les coins de rue ici. Mais la farine avec la banane, c'est 100% sucre. Donc ça aussi, il ne faut pas le manger tous les jours. Il y a des choses que... Vous voyez, si on se met à analyser un aliment, on peut aller dans plusieurs sens. Moi, personnellement, il arrive, je prends un exemple. Durant la période de carême, je l'ai pris peut-être une fois, voilà. Je sais que si je le fais régulièrement, j'aurai un problème de cholestérol. Oui. Je dis toujours chez le garçon. Je ramène chaque fois la chose de garçon parce que les femmes n'ont pas ce risque-là. Voilà. Il y a des choses que le garçon doit essayer de comprendre. Pour dire qu'à chaque fois qu'il fait un mauvais choix, il prend des risques. Contrairement à la femme, contrairement à l'enfant. C'est pourquoi souvent on dit qu'en Afrique, souvent les hommes, c'est nous qui sommes morbides, c'est nous qui perdons vite la vie. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous faisons des erreurs, nous payons les prix, contrairement aux enfants et puis à la femme. Oui. Donc j'invite les hommes à faire des efforts. Souvent, on fait le after work, c'est-à-dire qu'on finit le travail, on dit rentrer à la maison, on va se mettre quelque part. Avec les copains. Voilà, on s'assoit quelque part et tout nous mangeons. Vous voyez un peu ça. Alors, considérons ce que nous allons manger et ensuite adaptons à ce que nous allons manger après. À la maison. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez un peu? Parce que souvent, on se dit, non, si je mange ceci, le soir, s'il arrive à la maison que je ne mange pas, madame va se plaindre ou bien que ça va me des histoires. Donc, on mange bien ce qu'elle prépare aussi. Et voilà. Là, ça fait un double remplissage. Oui. Voilà, un double remplissage. Celui de 17h, l'after work, et encore celui du soir. Mais donc, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là, par exemple? Alors, si vous communiquez, par exemple, avec madame ou bien celle qui prépare la maison, vous direz, par exemple, que comme je fais un after work avec des amis le soir, faites ceci. Vous voyez un peu? Mais généralement, les after work, là, on n'en parle pas. Hein. On sort du boulot, on s'en va rapidement, on fait un crochet quelque part, puis après, on va à la maison. Alors, dans ce cas, alors, vous pouvez demander, par exemple, une grande salade, sans pain. Sans pain simplement. Ou bien une bonne soupe de poulet sans pain. Ou bien une soupe de poisson sans pain. Vous voyez un peu? Ça, vous l'avez fait, mais vous essayez vous-même de rattraper l'erreur que vous avez faite pour ne pas que la quantité s'accumule. Mais donc, docteur, on va revenir au thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, le grignotage qui peut provoquer le diabète ou l'obésité. Effectivement. Je veux dire, entre 16h de l'après-midi, puisque généralement, quand on est au bureau, souvent on a des petits creux. Oui. Et vous l'avez dit, avoir des biscuits ou des biscottes, c'est dangereux. Oui. Donc, si on a un petit creux, quelle devrait être l'attitude? Il est intéressant que nous ayons un bon repas entre midi et puis 15h. Okay. Là, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit parce que, vous voyez, il y a vu un jour une dame manger 2 bananes braisées autour de 16h. 2 bananes braisées. Oui. Je vous assure que le taux de sucre dans une banane braisée correspond à celui d'un plat de riz. Waouh! Oui. Ben, dis donc. Bon, à tous les amateurs de Blicitébile, comme on appelle ici les bananes braisées. Vous voyez un peu. Même les bananes non mûres? La différence entre une banane mûre et non mûre, c'est que c'est comme si vous prenez un car pour aller à Bassam et l'autre marche pour aller à Bassam. C'est la même chose. Le soir, on sera tous à Bassam. On sera à Bassam le soir. Et c'est comme ça. Alors que si vous avez eu le temps de faire un repas normal, il dit un repas équilibré contient soit 55 à 65% de sucre, autour de 33% de matière grasse et 15% de protéines. Alors, à un certain âge, il faut essayer de voir. Ayez un repas normal. Le matin, un petit déjeuner, un repas le midi et puis un repas le soir. Et aussi, ces grignotages aussi ont un impact aussi sur la santé autrement. C'est-à-dire qu'il y a souvent certaines personnes qui ont ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire que le foie gras. Oui. Voilà. Le foie gras n'est rien d'autre que l'épargne que le corps fait. C'est-à-dire que par jour, nous avons une quantité d'énergie dont nous avons besoin. Et lorsque vous apportez l'énergie en excès par ces grignotages, alors le foie va épargner, le corps va épargner pour dire « Ah, je n'ai pas besoin de cette énergie, donc je vais l'épargner pour qu'un jour je l'utilise. Oui. » Et comme en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas un pays où il y a la famine, donc vous allez tellement accumuler qu'un jour comme ça, vous aurez... Le trop plein d'énergie va s'accumuler dans le foie, vous allez faire un foie gras. Et c'est un peu comme ça qu'on fait une stéatose hépatique. Retenons que... nous devons respecter les aliments, que nous ne devons pas utiliser les aliments à tout moment. C'est-à-dire que utiliser les aliments comme un passe-temps
Et s'il arrivait que nous fassions, par exemple, ces grignotages, il faudrait qu'on puisse organiser pour le repas du soir parce que ces petits repas que nous prenons entre les repas contiennent surtout du sucre et du sel. Surtout du sucre et du sel. Merci, docteur Anvo. Donc, s'organiser pour pouvoir compenser, comme vous l'avez dit, quand on a grignoté entre les repas. Merci, docteur Anvo, d'être venu partager toutes ces informations avec nous. J'espère qu'elles vous seront utiles de partout où vous vous trouvez sur l'étendue du territoire national et en dehors de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Retenez pour la journée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, que la COP 15 est à son avant-dernier jour. COP 15, dont l'objectif est de lutter contre la désertification. COP 15 abrité par la Côte d'Ivoire qui a commencé depuis le lundi 9 mai 2022 et donc il va refermer ses portes demain à l'hôtel Sofitel Hôtel Ivoire. Et puis le salon du livre d'Abidjan, lui aussi, se poursuit et aujourd'hui le Sénégal, pays à l'honneur, sera magnifié. SILA, Salon international du livre d'Abidjan, qui reprend et qui se tiendra du 17 au 21 mai 2022. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour ce rendez-vous de Matin Bonheur. On espère vous avoir fait plaisir partout sur les 322 463 km² que compte notre pays. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. On est très fiers d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour un autre numéro de votre matinale. À demain.